avait un besoin de créer une fête nationale durant ce mois-là. Ben oui. C'était une fête, c'était la fête de la Reine. Puis nous, ça ne disait rien, la fête de la Reine. Ça ne nous disait rien. Ben, écoutons, la personne elle-même, on n'a rien contre, mais c'est ce qu'elle représente. Ouais. Cette fête-là, c'est au mois de mai. Ben, oui, vers le 24. Est-ce qu'on dit encore dollar? Moi, je ne l'ai pas entendu cette année. Je ne l'ai pas entendu. J'en ai pas entendu moi non plus. Et le personnage lui-même ne dit plus grand-chose à personne, sauf à certains Québécois qui sont de souche patriotique, probablement. Mais en fait, non, je pense que le mythe de dollar s'est effacé. C'est mort, le mythe de dollar désormais. Un jour, Thomas Lee me téléphone puis il me dit « J'ai trouvé un site. » Mais il dit « C'est pas au Québec, c'est en Ontario. » J'ai pas besoin de vous le dire, quand j'ai dit ça au chanoine, il m'a fait une crise d'apoplexie. Il m'a dit, ça se peut pas. Duplessis aurait dit, voyons, voici de l'ordre des Ormeaux, un Français peut avoir été se battre sur une terre anglaise. À mon avis, c'est important, le vrai site sur la ferme Rosse-la-Vigne, parce que la vérité, c'est la vérité. Et c'est parce qu'on a tenté de la cacher que j'ai trouvé que c'était important. J'ai grandi sur la terre de la ferme Rosse-la-Vigne, bordée par la berge ontarienne de la rivière des Outaouais. Pas plus que les voyageurs qui parcouraient les eaux rapides de cette rivière 3 siècles plus tôt. Mes amis et moi, on ne s'embarrassait pas beaucoup de frontières. J'avais 11 ans. L'eau montait inexorablement sur les 2 rives, et près de chez moi, les gens du village de Chute à Blondeau cherchaient dans les eaux glacées une trace, un corps. Victime ou héros, je n'en savais rien, mais l'agitation des grands et l'intervention des autorités prêtaient à ce disparu une auréole qui m'enchantait. Sous le murmure des recherches, j'entendais l'écho d'un autre nom. Ma mère vénérait ce personnage. Adam, Dollar, des Ormeaux. De ses véritables origines, on sait peu de choses. Dollar des Ormeaux se serait peut-être exilé en Nouvelle-France pour une affaire d'honneur. Alors, c'est aujourd'hui la fête de Dollar des Ormeaux. Qu'est-ce que ça dit, Dollar des Ormeaux? Pas grand-chose pour moi. Tu savais que c'était la fête de Dollar aujourd'hui? Oui, puis la fête de la Reine aussi, là, mais ça me dit pas grand-chose. C'était qui, ce Dollar? Je pense que c'était un coloniste, je sais pas quoi, qui est venu au Québec. Puis, je sais pas, il a combattu contre les Anglais, je pense, je sais pas quoi. C'est difficile de savoir pourquoi exactement on le fête, mais en tout cas, on sait qu'on a un jour férié grâce à lui. Donc on lui dit merci. Si Dollar revenait, oh le joli scandale et le bel anachronisme que ce chevalier de la sainte audace et du sacrifice, dans notre âge de peur et d'esprit pratique. Hey! Est-ce qu'il y a des Iroquois ici?
Pourtant, l'hypothèse de son retour vaut la peine d'être posée pour les leçons opportunes et pressantes qu'elle peut fournir. Est-ce qu'on se connaît? Moi, c'est Adam. Adam, mon nom. Mon nom de famille, c'est Dollard. Et je viens de France. Dollard, un jeune inconnu venu de France comme d'autres, pour l'aventure, pour la liberté, pour la richesse peut-être. La petite colonie religieuse de Ville-Marie où il s'installe compte alors frileusement ses quelques 400 habitants. Ville-Marie se sent terrorisée par la présence iroquoise et au printemps de 1660, le jeune homme décide d'aller au-devant des coups. Il remonte la rivière des Outaouais d'où semble venir le danger. Des contemporains de Dollard, cantonnés à Ville-Marie, ont ensuite relaté cette expédition d'après quelques témoignages de rares survivants. Ces écrits signalent clairement l'existence d'un petit fortin sur le bord de l'Outaouais et dans lequel des Ormeaux se seraient réfugiés avec ses alliés. Les autres éléments de témoignage sont bien moins précis. On parle d'un long saut. S'agit-il d'une série de rapides ou d'un endroit précis? Et sur quelle rive s'arrête l'expédition? Bravoure, bravade ou espoir de gain facile, aucun doute possible. De son fortin, Dollard des Ormeaux fait face aux Iroquois et il laisse sa vie. Ce qui m'intrigue le plus aujourd'hui, c'est pas tant le site que les raisons qui ont poussé Dollard des Ormeaux à aller à l'encontre des Iroquois. Pourquoi? T'as-tu pour sauver Ville-Marie, comme dit Marie d'Incarnation? Elle en fait un grand état dans son journal. C'était-tu pour la fourrure? On peut inventer n'importe quoi. Il faut se rappeler deux choses. Il y avait un double péril en 1660. La colonie était en péril, le péril iroquois. Les Iroquois avaient formé une coalition et se préparaient à attaquer et à anéantir Québec, Trois-Rivières et Montréal, la fin de la colonie. Mais Dollard des Ormeaux, c'était d'abord et avant tout un bon garçon, probablement de la colonie, qui était pas pire que les autres, qui s'en allait aux Iroquois uniquement pour faire de l'argent, pour réussir à prendre les fourrures de ces gens-là. Et... Deuxième péril, depuis 1658, ça faisait 2 ans qu'il ne descendait plus une seule fourrure. Or, les fourrures étaient la monnaie, le troc, la seule façon de s'approprier des vivres et les choses nécessaires venant de la France. La colonie aurait dû fermer boutique si cette année-là, Dollard, par son exploit, n'avait pas libéré la route des fourrures et Radisson et de Groseilliers qui sont arrivés avec un grand convoi de fourrures qui a été le salut de la colonie. En 1660, la rivière des Outaouais est gonflée de rapides et n'appartient qu'à ceux qui savent y voyager et y vivent. Pierre Radisson est de ceux-là, mais ses allégeances commerciales changeantes feront que plus tard, on tiendra peu compte de son témoignage. Adam Dollard et un groupe de jeunes gentilshommes français, accompagnés de quelques Hurons, avaient quitté les limites de Montréal pour s'établir dans un tout petit fort situé non loin des cantons iroquois, qui constituait un danger menaçant pour la sécurité de la Nouvelle-France. Ces derniers ne tardèrent pas à dépister des Ormeaux et ses compagnons, et lorsque les Indiens attaquèrent, ils étaient plus de 400 hommes. Et pourtant, cette petite troupe de Français et les quelques Hurons surent tenir tête aux Iroquois de malheur pendant 3 jours. Dans le fort, la provision d'eau était déjà épuisée à la fin de la première journée. Cela n'empêcha pas les Français de livrer un combat acharné durant 2 jours. Mais à la fin, ils manquèrent de munitions et les Iroquois s'emparèrent du fort. Il y eut de nombreux corps à corps et une fois la bataille terminée, Adam Dollard, sieur des Ormeaux et tous ses compagnons baignaient dans leur sang. En mourant, ils venaient de remporter une grande victoire pour la Nouvelle-France. Jusqu'au bout, l'histoire doit suivre son cours. Et après 250 ans d'oubli, Dollard renaît, gonflé par la vision d'un père spirituel
le chanoine Lionel Groulx propulse la bataille du Lonceau au rang d'ardent symbole de la présence française en Amérique. Dollars, c'est le plus haut fait d'armes, c'est le plus beau combat de toute notre histoire. Et ça, il faut le redire. Chez les Autochtones, Dollars, ça rime à pas grand-chose, en fait, parce que c'est une petite aventure qui est arrivée bien anodine, dont on ne parle qu'en 10 ou 12 lignes dans les relations des Jésuites de l'époque. Dollars, ça voulait rien dire pour nous. Pour nous, notre génération, lorsqu'on est à l'école, notre héros national, c'était Dollars des Ormeaux. C'est lui qui a sauvé, et en d'autres mots, si on est ici, c'est parce que Dollars s'est battu, qui a sauvé Montréal, qui a sauvé la nation française. Et si Dollars n'avait pas été là, on ne serait pas là. Il m'impressionne. Il y a des beaux yeux vifs, mais tristes un peu. Il a un visage énergique, là. Un vrai batailleur. Dollars était un de nos grands héros, c'est vrai, mais il n'est pas le seul. Mais il n'est pas le seul. De plus en plus, on veut avoir des héros qui sont vrais. Donc, de plus en plus, on veut rectifier les choses qui nous ont été racontées faussement ou qui nous ont été racontées juste pour question de nous donner un moral quelconque. Mais définitivement, dans l'histoire de Dollars des Ormeaux, on n'a pas besoin d'un héros qui ne l'était pas. Bien, que ce soit Dollars ou un autre, c'est que tous les peuples ont besoin quelqu'un à admirer. De quelqu'un à admirer. Partir 17, 18, je pense, 17, pour rencontrer 400, 600 Iroquois, il faut être... en tout cas, c'est quand même une page d'histoire du Québec. J'avais 20 ans, j'en ai 55. Ça fait 35 ans que je fais des lectures et des recherches et des travaux sur Dollars. Oui, pour moi, Dollars est un héros. Il l'était dans ma jeunesse puisque je lui ai écrit des sonnets, je lui ai dédié des poèmes. Il l'est demeuré, tout comme Maurice Richard, qui était le héros de mon enfance, et Félix Leclerc, qui était le héros de mon adolescence. Quitte à jamais l'éternelle tranchée, reviens Dollars combattre jusqu'au bout. Renouvelant ta sublime épopée, viens de nouveau guerroyer parmi nous. C'est un héros, mais c'est un héros militaire. Il exposait sa vie, puis il s'est fait tuer. Toujours vaillant, la poitrine criblée, comme jadis, viens combattre à genoux. Quitte à jamais l'éternelle tranchée, reviens Dollars combattre jusqu'au bout. Le chanoine, il faut le comprendre, toute sa vie, fougueux défenseur des Canadiens français, comme on les appelait dans le temps. Et Dollars des Ormeaux, c'était le modèle qu'il avait décidé pour la jeunesse québécoise. Ici, c'est l'œuvre d'une reconstruction et d'une réflexion totale qu'il nous faut entreprendre. Lève-toi donc, ô Dollars, vivant sur ton socle de granit. Appelle-nous avec ton charme viril, avec tes accents de héros. Nous lèverons vers toi des mains frémissantes comme des palmes, ardentes de l'ambition de servir. Ensemble, nous travaillerons, nous reconstruirons la maison de famille. Et pour la défense française et pour la défense catholique, si tu le commandes, ô Dollars, au chef enivrant et magnétique, jusqu'à l'Holocauste suprême, nous te suivrons. C'est grandiloquent. Je parle plus. L'abbé Groulx, chef de la jeunesse nationale. Notre maître, l'abbé Groulx.
Jeunesse, l'abbé Groux te parle. L'abbé Groux prêche la formation d'un État catholique et français. Apothéose à l'abbé Groux. Monsieur Lionel Groux, Premier ministre. La jeunesse de 1920 à 1940 m'a beaucoup trop demandé. Je pouvais voir, n'est-ce pas, les ravages affreux du chômage dans les milieux de jeunesse. Ces jeunes gens-là, très déçus, ne voyant pas d'ouverture devant eux. Un avenir sur lequel on semblait avoir, vous savez, poussé une porte de fer sans aucune ouverture. Il y avait donc là absolument une très grande misère. Voilà. Ils cherchaient nécessairement une recette, un remède, quelqu'un. Il y en a qui se servaient de ça, l'image de dollar pour recruter, pour l'armée. Ce dimanche-là, un temps radieux avait amené des milliers de Montréalais au parc La Fontaine. On y vit une grande parade des 3 services armés, à laquelle participèrent des contingents du corps-école d'officiers canadiens et de la gendarmerie royale. La revue des troupes, au pied du monument $, des Ormeaux, fut présidée par le major général T.L. Tremblay, inspecteur général de l'armée pour l'Est du Canada. Il reçut le salut des troupes au pied du monument. Au moment où le chanoine Groux soufflait à toute une génération cette ferveur politique, je n'étais pas encore né. Plus tard, mes parents m'ont appris que j'étais un Canadien français vivant en Ontario. Mes parents croyaient dur comme fer à l'autorité religieuse et au pouvoir d'évocation des monuments. Dans cette foulée, $, des Ormeaux faisait partie intégrante de notre héritage français. Durant les années 60, notre histoire commune sembla se scinder. Il y avait maintenant les Québécois et les autres. Et mon terrain de jeu sur la ferme Ross-Lavigne était devenu le théâtre d'une étrange fouille. Aux jeunes martyrs de la survivance, il avait fallu en 1918 donner un lieu de sacrifice. Lionel Groux, géniteur spirituel de la renaissance de $, des Ormeaux, avait alors décidé, d'un trait de plume, de l'endroit de la bataille du Lonceau. Aucune trace de combat. Aucun vestige ne le justifiait. Mais Carillon, tranquille village sur la rive québécoise de l'Outaouais, se trouvait au pied du dernier rapide. Carillon devient donc lieu de pèlerinage sous la houlette du fougueux orateur. Un peuple qui se définissait autant par son appartenance religieuse que par sa langue avait besoin d'un culte. Les années passent. Et tout comme le credo nationaliste lancé par le chanoine, la rivière se gonfle de l'espoir et de l'ambition des hommes. Fin des années 50, un pavé dans la mare. Un archéologue prête oreille à la tradition orale qui signalait la présence du fort de $, sur la rive ontarienne. Thomas Lee fouille la terre de la ferme Ross-Lavigne, près de la chute à Blondeau. Il y trouve des traces indéniables d'un fortin datant du 17e siècle. Comme la construction prévue d'un barrage détournera bientôt le cours de la rivière et inondera les 2 berges, les enjeux de cette découverte sont explosifs et soulèvent les passions. L'archéologue, pour sa part, souhaite simplement poursuivre sa recherche. Thomas Lee était un gars extraordinaire. J'ai longuement discuté avec lui, je me suis promené sur le site, j'ai vérifié beaucoup de choses avec lui.
Et je n'ai jamais eu à me plaindre de son plus anglo-saxon que canadien-français que québécois. Ça ne l'intéressait pas. On l'avait pris parce qu'il était pour travailler pour le musée du gouvernement fédéral. Il était reconnu comme un grand spécialiste dans le domaine. Et c'est pour ça qu'on a retenu ses services. Tom Lee was a meticulous field excavator. I had the pleasure and certainly the benefit of working under him for 2 years in 1952 and 53. And when he said, you know, such and such and such, I take it really quite seriously. Thomas Lee place un piquet à chaque endroit où se trouvent des marques de pieux et le pourtour d'un fortin se dessine, en tout lieu semblable aux descriptions historiques du site du combat de Dollard. When my father excavated the site in 1962, he also made a map showing all the features he found. This Wow. map. Your father was known for details. Indeed, yes. And this map shows the ring of mounds of earth, which are the traces of the walls of earth that were held by the posts. And he marked on each of the post moles the traces in the ground. Le fort était construit d'une palissade intérieure, si vous voulez, avec des pieux tous collés l'un sur les autres. Et ensuite, une autre palissade à l'extérieur qui avait peut-être 2 à 3 pieds de diamètre, plus grand que la première. Et cet espace-là, entre les deux, était rempli de sable ici, jusqu'à la hauteur d'homme. Alors, ça permettait à ce moment-là de protéger les gens à l'intérieur du fort de balles ou de baïonnettes ou de fusils ou de flèches qui pouvaient provenir de l'extérieur. En plus de ça, ce fort-là avait une autre palissade qui était un peu plus loin, alentour. Et cette palissade-là servait justement pour ralentir la poussée des Iroquois qui pouvaient s'approcher pour qu'ils ne s'approchent pas trop du fort principal. He felt that the size of the fort was determined by having to get one part of it very close to the riverbank, the top of the hill. And on the other side, he would have wanted to be as close as possible to a small stream that ran here for water. Ici, on est presque à la tête, par exemple, lorsqu'on parle que Tom Lee disait qu'il y avait une petite source à quelques pieds du phare, on voit ici le haut, le commencement de cette source-là, qui s'en allait jusqu'en bas, vers le phare. Évidemment que vers le phare, c'était entre 2 côtes qui étaient beaucoup plus élevées qu'ici. Mais c'est le début de la source. Oui, parce que près du fort, c'était du roc et le ruisseau passait entre 2 pentes assez prononcées, oui. Mais de ce côté-là, c'était le fort. Oui. L'histoire de nos racines serpente l'imaginaire. Et encore aujourd'hui, sur le bord de mon terrain familial, le nom de Dollard évoque toujours intrigue et conspiration. And here we've got Radisson's account of coming down the Ottawa River and finding the aftermath of the battle. And after looking at the fort, he says, "We went down the river without making any carriage, and we adventured very much." And that suggests that there were more rapids farther down the river, and he ran them rather than portaging around them. And those rapids would have to be down at Carillon. Ça, c'est un des témoignages, parce qu'il y en a juste 2, mais c'est un des témoignages qui nous situe dans tout ce contexte de la rivière des Outaouais. Parce que les rapides commençaient près d'où est Hawkesbury aujourd'hui et se terminaient à Carillon. Il y en a qui prétendent que, bon, il fallait être au pied du Lonceau, que le Lonceau se terminait là, mais la lecture de Radisson nous compte le contraire. Pouvez-vous me dire où est-ce que ça se trouve, le site de la bataille de Dollard des Ormeaux? Le site de la bataille, d'ici, c'est quelques 2800 kilomètres vers le nord, là-bas.
à peu près localisé à mi-chemin entre Ottawa et Montréal, sur le site qu'on appelait la ferme Ross-Lavigne. On a appelé ça la baie des Sauvages. On dit que c'est à Chute à Blondeau, mais c'est tout le même endroit, ça. D'après Radisson et Marie de l'Incarnation, un passage dit infaillible marquait le Lonceau. Le Lonceau, c'est un rapide long de 6000 qui partait dessous le pont actuel d'Hawkesbury et qui se terminait près d'ici. Et ça avait 6000 de long. Ensuite, vous aviez 3000 d'eau calme, une chute qui s'appelait Chute à Blondeau, 3 autres milles d'eau calme, puis un autre rapide d'1 000 de long. C'est pas l'ensemble de ça qui fait le Lonceau. Le Lonceau, c'est les 6000 de long. 3 historiens, M. le chanoine Lionel Groux, M. Maurice Séguin et M. Marcel Trudel, se sont réunis pour étudier la question de l'emplacement du fort du Lonceau. Ils viennent de soumettre un rapport au ministre des Affaires culturelles du Québec, M. Georges-Émile Lapalme. Monsieur le chanoine Groux, vous avez soumis ce rapport après avoir pris connaissance du mémoire de l'archéologue Thomas Lee. Quel est votre avis sur ce mémoire et les conclusions de ce mémoire? L'avis, nous l'avons remis à monsieur le ministre des Affaires culturelles et nous avons déclaré là-dedans que dans l'état des fouilles actuelles, et même selon les textes, il est parfaitement impossible de désigner exactement l'emplacement du fort de Dollard. The proof was here, but a committee was formed with Chanoine Groux as the head of the committee and 2 historians, and they never heard my father's evidence. They never read any of his reports. They did not want to see them. Donc, M. Lee aurait pu trouver un fort, aurait pu trouver l'emplacement d'un fort qui ne soit pas nécessairement le Lonceau. C'est ce que je lui ai dit à lui-même. Vous avez certainement trouvé un fort, puis un beau fort. Il s'agit maintenant de démontrer, mais de façon probable. Hein? Parce qu'en histoire, il y a des choses qui sont certaines, parce qu'on a pu les démontrer. People tried to, as M. Lessard tried to do, to get them to consider this evidence, but they did not. So they never saw the map of the site with all the post molds shown. They never interviewed my father. They never asked him questions. On ne dit nulle part dans le mémoire de M. Lee qu'en réalité, on a trouvé des balles ou du plomb. I think people were looking very desperately for a magic bullet, a simple little thing. Ah, here's a medallion that Dollard's mother had given to him as a special gift on his such and such birthday. There, you've got it. And much as we archaeologists might dream about such signatures, you don't usually get them, certainly not in this situation. Nous ne pouvons pas, s'il vous plaît, affirmer de façon précise que l'emplacement du fort était à Carillon ou à la tête du Lonceau. Selon vous, quelles sont vos présomptions à vous? Mes fortes présomptions, moi, je vous dis que c'est d'après des textes. J'incline à quoi qui était plutôt à Carillon. Sa réaction du chanoine, c'est une réaction d'historien? Non, mais c'est tous les historiens qui avaient signalé que c'était au pied du courant du Lonceau et que c'était à Carillon. Et il avait fondé toutes ses histoires sur Carillon. Revenir en arrière, j'imagine, ça aurait pu être pénible pour lui. Je pense que le site, définitivement, est en Ontario. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Parce que même si je suis bien heureux que Dollard Zormo soit battu sur la terre de Ross-Lavigne, maintenant, c'est pas... On me dirait demain matin, non, voici la preuve, et ça s'est fait ailleurs. Et je dirais, ben oui, je suis content, mais qu'on trouve la vérité, qu'on trouve là où il s'est battu, c'est ça qui est important. C'est pas l'endroit comme tel, qu'on veut savoir où il s'est battu, et savoir l'histoire, puis savoir si notre histoire, qu'est-ce que c'est qu'on est comme Canadiens français, puis pourquoi qu'on est ici. Pourquoi ils auraient construit un monument de Dollard à Carillon? Pourquoi l'Hydro-Québec, sur des dossiers, avec Jordi Bonnet et Jacques Falk-Ribas, a aménagé un parc de Dollard des Ormeaux à Carillon? Pourquoi l'Hydro, après avoir fait sa petite enquête auprès des historiens, a accepté de financer les recherches archéologiques à Carillon? Mais il n'y a aucune preuve d'un bord ou de l'autre. Il n'y en a pas de preuve. Il n'y en a pas de preuve.
En 1960, c'est la Révolution tranquille qui commence au Québec. Et à ce moment-là, il y a un vent de laïcisme qui déferle. Et on veut rejeter un peu la religion, on rejeter tout ce que le clergé a fait. Alors, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Après Dollard, un autre monument à la résistance québécoise allait être érigé. C'est la mise au service de toute la population de l'électricité par l'Hydro-Québec. Propriété du peuple, société publique avec des Québécois, jusqu'au sommet. Des Québécois qui, enfin, pour une fois, là, seraient vraiment les maîtres chez eux dans toutes les régions du Québec. Expression d'une force qui ne recule devant rien. Le barrage de Carillon, chevauchant les deux rives, allait submerger la découverte de Thomas Lee. Non, moi, j'ai pas vu d'émotivité. On n'a pas eu d'ennui du tout à Carillon. On n'a pas eu de protestation des groupes d'ici. Ça s'est éteint. Puis, à un moment donné, ça a repris. Je sais pas pourquoi. Il y a des gens en Ontario qui ont repris ça, puis sont venus me voir. Puis, j'ai reçu pas mal de monde qui sont venus me consulter. Mais j'avais toujours la même version. La seule que je connais, celle que j'ai vécue. Pas plus, pas moins, puis j'ai pas pris la part de ni un ni l'autre. The emotions were running very high, whether it was on the Ontario side or the Quebec side. I remember I was brought over to give talks to the local historical society on the Quebec side, and there were arguments going on. I just wanted to talk about pre-European things, things I knew something about, and I kept on getting dragged into this particular site. Mon nom est Ernest Côté. Dans les années 60, j'étais sous-ministre adjoint au ministère du Nord canadien des Ressources nationales, ayant une responsabilité, entre autres, pour le Musée national du Canada. The site was going to go underwater, be destroyed, or submerged anyways, by the Carillon Dam. So it was the middle of the winter, and there was about 2 or 3 feet of snow lying around, and Ernst Côté, the deputy minister, said, get an archaeologist down there to look things over. And I said, you can't find anything at 2 or 3 feet of snow. Just do it. And that's when it struck me that politicians and bureaucrats frequently have other agenda than scientists. Scientists interested in results, and the politicians, bureaucrats interested in appearances, because the honourable member had to answer some query from the other honourable member about what's being done. So I was the person that was, as I recall, it was a nice sunny winter day. I had a nice stroll through the area. Écoutez, ce n'est pas aux administrateurs dont j'étais d'intervenir, à savoir si un site est exactement celui-ci ou celui-là. C'est aux archéologues à prouver exactement ce que c'était. The site was flooded because the dam had to be built. It was something that was going to happen unless $500,000 was spent to build a wall to protect it. En 1962, il n'y a personne qui avait la volonté de protéger ce site-là. Certainement pas le gouvernement ontarien, qui était un gouvernement anglais. Et le combat de Dollard était une chose française. Alors, ils n'y trouvaient pas leur intérêt. Pas plus que les Québécois. Le gouvernement québécois n'était pas intéressé à faire reconnaître un site qui se passait en Ontario, alors que pour eux, le combat avait eu lieu du côté québécois. D'autres pouvoirs étaient en jeu. Lionel Groulx avait de son autorité, parce que c'était un homme qui avait une autorité, aurait pu tout changer. Et c'est pour ça que le pouvoir politique a plus ou moins, je dirais, manipulé le chanoine, parce qu'eux ne voulaient pas la reconnaissance du site. En l'occurrence, Lapalme, qui était le ministre responsable des Affaires culturelles en 1962, ne voulait pas dépenser le demi-million qui était nécessaire à la protection du site. Alors, quoi de plus facile
que d'impliquer le chanoine Groulx, qui avait déjà plus ou moins dit qu'il ne changerait pas d'idée, afin de discréditer les recherches de Lee et l'envoyer aux calendes grecques. Entre science et religion, le temps veillait. Entre symboles et vérité, une légende se tissait et se défaisait tout à la fois. Par-delà les fouilles, au-delà des aspirations, loin des conquêtes érigées en temples, deux hommes avaient véritablement aimé de l'art des ormeaux. Thomas Lee et Lionel Groulx. Ils ne sont plus là. L'histoire d'amour avec les héros du passé s'effrite. Moi, j'étais à l'hydro. Je ne pouvais pas me mêler de ces affaires-là. Je m'en étais mêlé déjà beaucoup trop, à mon avis. Et je suis retourné à mes pénates et faire mon travail. Thomas Lee, je ne crois pas qu'il a fait campagne ou qu'il a fait beaucoup de bruit avec cette histoire-là. Il a donné les résultats de ses études, ses dessins, etc., que vous avez sans doute vus. Et on s'est accordé pour lui dire, bien, merci, travail accompli. Est-ce que ça a dérangé la construction du barrage? Pas du tout. On avait toujours espérance que ça soit déclaré un site historique. On se disait, bien, si la recherche est complétée, après qu'ils verront la vérité, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils vont être obligés d'accepter ça. Malheureusement, c'est pas ça qui est arrivé. La politique est beaucoup plus forte que l'archéologie. C'est la dernière photo, en ce qui me concerne, qui a été prise avant qu'on inonde le terrain. Ces croix-là, ça représente les croix des compagnons de Dollard des Ormeaux. C'était à l'occasion de la dernière cérémonie qu'on a faite sur le terrain. À ce moment-là, il y avait quelques 500 personnes qui ont bravé la pluie pour venir faire un au revoir au site de Dollard des Ormeaux. Naturellement, s'il avait fait beau, on attendait 10 000 personnes. Ça aurait été un des plus grands ralliements canadiens-français ou ontariens qui aurait eu lieu. Quand je dis ontarien, je devrais dire canadien-français parce qu'il y avait beaucoup de gens du Québec qui étaient venus aussi à ce ralliement-là. Disons qu'on a de la peine. On est peiné parce que, pour nous autres, on aurait aimé que ça arrive tel qu'on l'avait prévu. Mais malheureusement, apparemment, l'homme propose et Dieu dispose. On n'a pas pu compléter ce qu'on voulait faire. From where we're standing now, can anybody point to approximately where the site would be? Un peu plus bas et plus au large. Exactement. Et si on voit là, ben peut-être que la caméra ne peut pas le voir, mais là, on voit une ligne sur l'eau, c'est à peu près l'endroit. Ouais. Ce site, on en retrouve ailleurs. Je regarde au loin en Ontario, les Anglais sont très bien au niveau de ce qui s'appelle le patrimoine. Et si... à un moment donné, ils ont un de leurs héros qui est passé quelque part et qui s'est décrotté le nez le long d'un arbre, ben ils mettent une plaque historique, là. Alors, nous, pourquoi on n'en aurait pas autant, surtout avec un site merveilleux comme celui-là? Alors, le barrage de Carillon, lorsque les eaux ont monté et qu'on n'a pas voulu protéger ce site, ça a été une grave erreur et une insulte au patrimoine et à notre histoire. Voilà ce que j'en pense. Les monuments durent
et endure. Il a dit que ça avait été une grosse peine pour lui. Pas pour le site, j'entends. Pour le culte de l'art qui a été aboli. Fait que rendu là, je pense qu'il n'en avait pas assez, je dirais, de l'art, mais il avait déjà tourné la page. La rivière, qui ne connaît point de frontières, recouvre maintenant la vérité. Le pouvoir et la force du progrès poursuivent leur course. Et moi, la mienne. Our father worked for 9 years in that building, and his reports were suppressed. He did the work on Dollard, and he was told, after he had done it, never to go there again, never to publish on it. Et je me rappelle, on a défoncé chez lui, on a menacé, il a perdu son emploi, et on lui a même défendu d'écrire à quelque endroit que ce soit. Il a même perdu le titre d'archéologue ou de président à vie d'archéologie. On lui a tout enlevé ça. Et jamais Tremblay, on a ébranlé la foi ou la parole de Tremblay à quelque rentrée que ce soit. Et Dollard des Ormeaux en est un tueur-là. C'est peut-être même le premier héros du Québec. Et tant et aussi longtemps qu'on n'enseignera pas l'histoire à nos jeunes, pour leur faire comprendre la nécessité de bien se connaître comme peuple et comme nation, malheureusement, on aura peut-être peu de monde dans ce genre d'événement comme on a aujourd'hui. Alors, pour une fois, le Conseil général se joint aux gens qu'il y a ici, aux sections, et tenons tous ensemble à faire de cet événement un événement beaucoup plus grandiose que c'est maintenant. Merci, Gérard. Merci à tous. J'abonde tout à fait dans votre sens. Il faudrait que ça s'organise. Pas 3 jours d'avance, 3 mois d'avance. Il faudrait réunir les jeunes. C'est pas toujours les faits exacts, mais tous les peuples de la Terre ont soit des mythes ou des histoires pour donner aux jeunes un exemple, quoi, pour à suivre, si on peut dire. Dollard des Ormeaux, c'était le bon qui avait tenu à distance les méchants Iroquois de la colonie. Ils avaient battu à Châteauguay, si je ne me trompe pas. Ils en ont fait un héros, si tu veux, à cause qu'il a gagné la guerre, pas la guerre, mais un affrontement contre les Iroquois. Quelle place, ça? Bonjour, Mme Léon. Oui. C'est bien vous, ça? Bien, supposé, oui. On cherche le site de la bataille de Dollard des Ormeaux. Oui. Vous supposez que c'est ici, pas loin? Bien, c'est juste à côté, là, en face sur le coin là, de mon garage, au bout de la clôture de cèdre. Ah oui? Oui. C'est juste là, là. Il y a une croix ou quelque chose? Ah, il y en a une croix, là, puis c'est supposé que c'est les restes de Dollard des Ormeaux qu'il y a là. Ah oui? Moi. Il y a quelqu'un qui a déjà cherché ou? Bien, je ne sais pas, mais je sais que déjà le docteur Lallier de Saint-André, quand ils ont creusé au bas de la rue, là, pour bâtir la maison, il avait trouvé des affaires qui appartenaient aux Anglais. Et puis, il m'avait dit, moi, si j'avais le temps, j'irais creuser là, parce que c'est là qu'il est supposé d'être les restes de Dollard des Ormeaux. Regardez, on la voit bien, là. C'est la croix qu'il y a là. Ah. Voyez-vous, là? C'est cette croix-là. Puis celle-là, quand ils ont planté celle-là, mon mari leur avait aidé. Toutes personnes qui ont aidé à travailler après cette croix-là sont décédées aujourd'hui. Ah oui? Ouais. Vous n'avez jamais eu le goût de creuser vous-même? Ah non, non, non. Non, non, je ne suis pas une creuseuse. Mais on a creusé, par contre, pour notre puits. Mais on n'a pas trouvé rien de ça. On n'a rien trouvé de ça.
Quand on a creusé là. On a toujours dit que le site, c'était juste ici. Moi, on m'a dit, si c'est les restes de l'Arche des Ormeaux, il ne faut pas enlever ça de là. Fait que c'est là.